Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je ne suis pas tout seul. Salut James. Salut Nicolas. Avant que je te présente James et qu'on discute, etc., je vais faire comme d'habitude tout mon petit passage d'introduction. Donc tu le sais et tu as l'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent. Je te les file, c'est gratuit. Ça te permet de voir si le livre te plaît. Et s'il te plaît, tu peux aller soit sur mon site, soit sur Amazon, soit sur la Fnac, enfin où tu veux. Tu peux aussi commander le livre et le recevoir dans ta boîte. Sinon, tu peux aller toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet programme. Il y a deux programmes, 1 million et 10 millions. C'est facile. Je t'aide à avoir 1 million, je t'aide à avoir 10 millions d'euros de patrimoine. On travaille ensemble et tu peux même prendre un coaching à mes côtés. Enfin, et pour finir, aujourd'hui je suis avec James. Tu vas pouvoir aussi aller sur le site de James Beam. Donc le site, si je ne dis pas de bêtises, il va me reprendre, c'est James avec un S et Beam avec un S. Exact. .com. Exact, c'est ça. Voilà. Dernier point pour les podcasts, tu le sais, c'est comme ça que ça grandit, t'en parles autour de toi, t'hésites pas à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner, et tu en profites pour me laisser quelques étoiles, ça crée des liens, et c'est comme ça qu'on grandit. Je te remercie et c'est parti, salut James. Salut à toi Nicolas, merci de m'accueillir dans ton podcast. Mais ça me fait plaisir, tu m'as accueilli dans un live aussi, qu'on trouvera sur Facebook si je dis pas de bêtises. Exact, Facebook, ouais. Alors, James, il a une vie assez large, le sujet du podcast va un petit peu aller sur les pervers narcissiques, j'ai envie d'en parler avec toi. Ok, avec plaisir. Mais ça va pas être le sujet principal, on va partir dans tous les sens, mais on va garder la ligne directrice de ta vie. Ok, ça me va. Jusqu'à là, je devrais pas me tromper sur ce qu'on va dire. Ça devrait aller. C'est bon. Donc tu as une vie, je dirais, assez atypique. Il y a une chose, moi, qui m'a marqué, c'est que tu pratiques des arts martiaux, le ninjutsu. Exact. Ça fait à peu près 30 ans que je pratique cet art martial, que j'ai découvert grâce à une émission, grâce à des films sur les ninjas dans les années 80. J'ai commencé en 89 cet art martial parce que je voulais devenir un ninja, mais après je t'expliquerai peut-être un petit peu plus comment j'ai découvert ça et pourquoi. Mais oui, je pratique ça. Déjà, il y a un truc que j'adore, c'est que tu voulais devenir un ninja, mais tu as agi pour devenir un ninja. Ah oui, ça c'est sûr. Je voulais même, en fait, j'ai voulu faire du ninjutsu parce que je voulais avoir des pouvoirs. Parce que je voyais que les ninjas, ils avaient des pouvoirs, ils avaient une force intérieure incroyable. Et en fait, je me suis lancé là-dedans parce que j'ai vu un film qui s'appelait American Ninja. Et le gars, c'était un mec tranquille, timide, réservé. Et dès qu'il y a des mecs qui arrivaient un petit peu pour lui chercher... pour le faire chier un peu, hein, il est défoncé direct. Mais tu vois, le mec, il était zen. Et c'était un ninja, en fait, tu vois. American Ninja, c'est un vieux film des années 80. Et c'est grâce à ce film que j'ai eu envie de faire ça. Je le regarderai, je le connais pas, tu vois, c'est marrant. D'accord. C'est un peu kitsch maintenant, aujourd'hui, mais il y a des trucs intéressants dans le comportement. C'était un peu moi quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. Donc c'était bien. Est-ce que tu peux me donner le process, du coup? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as fait pour devenir ninja? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a commencé, comme je te l'ai dit, en regardant des films sur les arts martiaux. J'ai commencé par Bruce Lee, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai vu des films sur les ninjas, donc j'ai voulu devenir un ninja. Et un jour, en me promenant j'avais 16 ans, je vois une affiche à côté de Marseille, dans la ville où j'habitais, où je vois un ninja dessus. Je m'approche et je regarde l'affiche. Je me dis, putain, mais c'est un truc ninjutsu, comment ça se fait qu'il y a ça ici, à côté de Marseille? Et en fait... je me suis inscrit tout simplement. Et la petite anecdote, c'est que je suis arrivé, ne sachant pas comment ça fonctionnait, je suis arrivé dans le dojo avec une ceinture noire. C'est-à-dire que je suis habillé en kimono noir de ninja avec une ceinture noire. Et quand j'arrive sur le tatami, le prof il me dit, mais attends, toi là, toi c'est ton premier cours et tu arrives déjà avec une ceinture noire. Ok, maintenant je vais te traiter toi comme une ceinture noire. Ce qui fait qu'en 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans, j'ai pratiquement atteint la ceinture noire. C'est-à-dire que le prof, il m'a pris un peu de elle, il m'a bien défoncé, il me faisait des cadeaux un peu, tu vois, vraiment j'étais son petit favori. Et du coup, j'ai très 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 rapidement avancé dans cet art martial. Et puis après lui, il a dû arrêter, et puis j'ai continué, mais rien que ça, déjà, c'est la façon dont ça a commencé, c'était intéressant. Attends, t'as pas continué, t'es allé au Japon. Ah oui, après je suis allé au Japon. Ah oui, après avant le Japon, je suis allé à Paris. J'ai trouvé un prof à Paris avec qui j'ai fait un stage d'immersion, un peu tendu quand même. Et après, il m'a dit, il faut que tu ailles au Japon. Et j'ai commencé à aller au Japon. Et j'y vais à peu près 1 fois ou 2 par an. Bon là, ces derniers temps, j'y suis pas trop allé parce que le boulot. Mais sinon, j'y vais régulièrement avec mon maître qui s'appelle Masaaki Yatsumi, qui est le légat de 9 écoles traditionnelles d'arts martiaux. Et dans ces 9 écoles, il y a 3 écoles de ninjutsu. Et les autres, c'est des écoles qui sont en relation avec le ninjutsu, mais qui sont des écoles de guerriers japonais qu'on appelle des bushi, tu vois. Donc, ouais, et puis je m'entraîne régulièrement. Et j'ai aujourd'hui le plus haut grade dans mon art martial, voilà. Ah ouais. Mais alors, c'est marrant parce que
au Japon, ça s'était perdu, tu sais, tout ce qui était lié à tout ça, puis ça revient maintenant, enfin, de plus en plus d'ailleurs, ça se répand. Ouais. Et toi, pendant des années, alors, en quelle année tu vas au Japon? Je commençais au Japon fin 2001. Ah oui, fin 2001, d'accord. Et alors cette époque-là, c'était déjà revenu en fait, c'est ça? Un petit peu, ouais, c'était revenu, mais c'est pas très connu en fait en France. Hein, Enfin, tu veux dire au Japon? Oui, au Japon. En fait, au Japon, il y a une période où ça a un petit peu disparu, et puis dans les années 70, c'est revenu un peu le ninjutsu, parce que mon maître a enseigné ces techniques au grand public, mais avant ça existait, mais c'était caché. D'accord. C'est des techniques cachées, ouais. Pourquoi, d'abord, je veux expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi je t'ai attaqué là-dessus, pourquoi je te parle de ça, parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a une forme de discipline, tu vas pouvoir alors une discipline, pas une discipline sportive, hein, une discipline de vie. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? J'aimerais vraiment que tu me parles de la discipline qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est assez élevé, enfin, de ce que j'en sais, parce que encore une fois, toi, tu l'as vécu, moi, je l'ai pas vécu, et je termine juste le raisonnement pour qu'après tu puisses, toi, répondre. J'ai tendance à croire que cette forme de discipline, elle peut être que utile dans les affaires, en fait. Oui. Alors, je vais peut-être te surprendre, mais je vais te dire, mon maître, il est un peu atypique. C'est-à-dire que il est assez malin, parce qu'un ninja, c'est des gens qui font pas les choses comme les autres. Mon maître, il autorise beaucoup de choses. C'est-à-dire que si tu peux venir sur le tatami, habillé avec un t-shirt de n'importe quel t-shirt qui n'a rien à voir avec l'art martial, et il va te laisser faire. Il va te laisser faire pour quelle raison? Plutôt que d'avoir des stéréotypes tout le temps, comme ça, d'avoir des mecs qui sont habillés toujours pareil, qui pensent toujours pareil, eh bien lui, il va te laisser apparaître ta personnalité à travers ta façon de t'habiller, ton comportement, ta façon d'être, justement pour voir qui tu es. Et après, en fonction de ça, c'est assez malin quand même, parce que souvent, l'image qu'on peut avoir dans les arts martiaux, c'est un truc qui est très, très, très rigide. Et bien lui, il fait l'inverse. Il fait l'inverse. Et du coup, ça permet de voir la véritable personnalité des gens, et du coup, de savoir comment comporter et savoir qui est-ce qui va faire avancer ou moins avancer éventuellement, tu vois. Donc ça déjà, ça n'a pas quelque chose à voir, mais en réalité, je trouve que ça amène à avoir l'esprit du ninjutsu qui est de voir les choses dans un axe différent. Après, en ce qui concerne directement la discipline, effectivement, tu es obligé. C'est-à-dire que le ninjutsu, c'est un art martial dans lequel, mais c'est valable pour toute autre chose, c'est un art martial dans lequel tu es obligé de t'investir. C'est pas un truc que tu fais 2 fois par semaine parce que tu as envie de faire du sport. C'est une façon de penser, c'est une façon de se comporter, c'est une façon d'agir, de marcher, de penser, de réfléchir. Et donc, du coup, tu es obligé d'être investi. Et pour s'investir, bien sûr, il faut une discipline dans l'entraînement. Même des fois, quand tu n'as pas envie de te lever le matin, eh ben, tu vas t'entraîner. Quand tu fais un séminaire de 10 jours, que tu n'as pas envie de te lever parce que tu es fatigué, que tu as mal partout, ben, tu continues à y aller. Il y a des cours plusieurs fois par semaine quand je vais au Japon. Plusieurs fois par jour, pardon, 3-4 fois par jour. Même tu es fatigué, tu as mal partout, même si tu t'es blessé. Une fois, je me suis pris un coup de sabre dans la tête, j'avais le nez éclaté, j'ai encore le nez de travers à cause de ça aujourd'hui, et j'ai continué l'entraînement, tu vois. Donc effectivement, il faut avoir un certain état d'esprit pour avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que nin de ninjutsu, ça signifiait persévérer, endurer, survivre. Donc déjà, quand tu as compris ça, tu comprends que il faut rien lâcher, il faut aller au bout des choses, tout en étant en accord avec la nature. Après, on peut en parler si tu veux, mais tout en étant en accord avec la nature. Parce que justement, il y a une capacité de s'adapter aux situations dans le ninjutsu qu'on ne trouve pas ailleurs. Il n'y a pas cette rigidité. Donc effectivement, là, en revenant sur la discipline, bien sûr, il faut avoir, je pense, il faut avoir une certaine rigidité dans la discipline, mais aussi, comme je le disais précédemment, une forme de capacité à s'adapter en fonction de ses ressentis, en fonction de notre état physique, etc. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est comment tu fais, toi, aujourd'hui, à ce moment-là, dans ton entourage, pour faire accepter l'invasion de cette discipline dans ta vie. Ça m'intéresse de t'expliquer pourquoi, parce que l'immobilier, par exemple, l'investissement, ça tu parles d'investissement dans ton sport, mais l'immobilier, en tout cas je parle pour moi, mais les gens qui m'écoutent et qui font de l'investissement vont se reconnaître là-dedans, ça prend une part importante de ta vie. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment, parce que là on parle de quelque chose encore au-dessus, c'est-à-dire que là on parle d'un truc, comme tu dis, tu peux y aller plusieurs fois dans la journée. Moi quand je nageais 3 fois par jour, c'était compliqué de faire comprendre ça à mon entourage. Comment tu fais pour faire accepter à ton entourage cette discipline qui rentre dans ta vie? Je vais être très honnête, j'ai perdu ma première femme à cause de ça. Alors là, t'es en train de casser mon truc, ça marche pas. Je suis en train de casser ton truc, mais en fait, c'est effectivement, c'était aussi pour le joke que je dis ça. Mais en fait, simplement, je pense que comme tout, en expliquant nos besoins, notre envie de partager, et si on explique, si on fait ça de manière égoïste, de toute manière, la personne avec qui tu vis, par exemple, elle va prendre ça comme un rival. Alors que si tu expliques ta passion, si tu essaies d'impliquer la personne avec toi dans ce que tu fais, l'amener avec toi dans des voyages, l'amener avec toi dans un séminaire, l'intégrer dans le truc,
ben, je pense que ça peut déjà suffire à ce que les personnes autour de toi acceptent et comprennent ça. Après, c'est vrai que parfois mes amis, ils comprenaient pas toujours la vérité, en réalité, pourquoi je m'investissais autant là-dedans. Mais je n'avais pas forcément envie de perdre du temps à leur expliquer. Par contre, ensuite, j'ai compris, après avoir perdu ma femme, qu'il fallait impliquer les personnes avec qui j'étais, notamment ma compagne, ma femme, parce que c'était nécessaire. Parce que sinon, ben oui, effectivement, tu mets tellement d'attention sur le reste que ben, du coup, tu oublies peut-être. Tu oublies tout ça. Donc, je pense qu'il faut communiquer, comme beaucoup de choses. Je pense qu'il faut communiquer et partager sa passion et faire vivre la passion aux autres. Pour pas que ce soit un truc pris comme quelque chose de très égoïste. Ouais, je comprends. Est-ce que tu pourrais nous donner la dimension économique derrière tout ça? Normalement, je sais ce que tu vas me dire, mais c'est volontaire. Après, je t'expliquerai mon raisonnement. Mais aujourd'hui, quand tu t'investis dans le ninjutsu à ce moment-là, est-ce que ça te rapporte de l'argent à hauteur du temps que tu y passes? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça me rapporte... alors, dans quel cadre tu le fais et quel est le rapport financier à tout ça? Je le faisais dans le cadre d'une association. D'ailleurs, c'est toujours dans ce cadre-là. Et ça, c'était dans le cadre d'une association. Mais effectivement, je passais beaucoup de temps. Par contre, c'est vrai que ça me permettait de financer. Alors, oui, ça me permettait de financer mes voyages au Japon. Donc, j'ai jamais payé un voyage au Japon. Ça me permettait de financer des choses comme le téléphone, comme des lieux, tu vois, comme ça m'a permis. Ma question, elle est volontaire. Je comprends, ça, c'est des avantages en nature. Mais toi, sur l'argent sur ton compte, est-ce que tu penses que, si tu compares à un travail où tu es payé à l'heure que tu y passes, est-ce que tu penses que tu gagnais pas d'argent? Non. Ben non, oui. Je gagnais pas beaucoup, un peu, mais pas beaucoup. Oui. Je t'y amène volontairement parce que ce qui est intéressant, c'est que donc tu confirmes que tu as fait quelque chose de manière extrême, oui. Pas pour l'argent. Exactement. Ah oui, non, c'est pas pour l'argent, ça c'est certain. Et j'avais commencé, pour te dire la vérité, à vouloir vendre des vidéos, des programmes en ligne. Et après, je dis non. Parce que ça va me détourner du truc, tu vois. Et non, j'ai pas voulu le faire. Mais j'ai passé beaucoup de temps dessus. Comme pour mon entreprise au départ, parce que je fais du coaching, eh bien, j'ai passé beaucoup de temps. Et d'ailleurs, ma deuxième femme me disait, je comprends pas, et mes parents aussi, comment tu fais pour ne jamais abandonner, parce qu'on avait des difficultés financières, et pouvoir et toujours avancer, et même investir encore de l'argent alors que tu n'en as pas pour ton projet. Et je dis, mais moi je sais où je vais, hein, t'inquiète, je sais que je vais réussir, il n'y a aucun doute, il n'y a même pas le soupçon d'un doute. Donc, que ce soit dans mon art martial ou dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et au début, j'en ai pas eu, et après, j'en ai eu, évidemment. C'est là où je t'ai emmené. Bah oui, c'est pour ça que je suis allé. Non, mais je voulais, parce que c'est vrai que bon, moi pareil, je fais de la natation à très haut niveau, et quand tu vois l'argent gagné, comme tu dis, tu as des avantages en nature. Ça te permet de vivre finalement sans avoir besoin d'argent. Mais comment dire, tu peux pas te payer des trucs en fait. Tu fais ton sport et ça tient à ça en fait. Et ça paye juste tes faux frais en fait. Ça ne te permet pas d'avoir des folies en fait. C'est pas comme les footballeurs, etc. Mais c'est, et tu vas me le confirmer, très formateur en fait pour la vie après, notamment pour l'entrepreneuriat. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà en tête, j'étais toujours dans la police parce que j'étais dans la police avant. J'avais déjà en tête de faire des trucs, de devenir entrepreneur en fait. Je savais pas comment ni pourquoi parce que j'étais policier, mais c'était comme ça. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon association comme si c'était une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? J'ai géré mon association comme si c'était une entreprise en me disant, un jour j'aurai peut-être une entreprise et du coup c'est un entraînement que j'ai utilisé. Ouais, c'est ça. Mais je comprends très bien. Alors on va en parler un petit peu de la police. Ouais. Tu faisais quoi à la police? Alors moi j'étais agent de terrain et formateur aux techniques d'intervention. Et donc j'étais agent de terrain et je faisais aussi j'ai au départ amené l'art martial et après je me suis formé à des techniques spécifiques pour des techniques d'intervention, de négociation aussi évidemment. Et voilà, c'était ce parcours-là, double parcours formateur et aussi agent de terrain. D'accord. Le ninjutsu, ça t'a servi dans la police? Ça m'a servi techniquement, parce qu'il y a des moments où dans la réalité, tu es obligé d'aller au fight à un moment donné. Donc ça m'a servi techniquement et ça m'a servi aussi psychologiquement pour pouvoir, si tu veux, négocier des choses, pour pouvoir amener des personnes sans violence à faire quelque chose. Tu vois, ça m'a amené à ça, oui. Avant que je clôt le chapitre sur l'art martial, je ne t'ai pas posé la question. Alors, le ninjutsu, je t'en ai parlé tout à l'heure, je veux quand même en parler, c'est ceux qui regardent des dessins animés, etc. Dans les dessins animés, c'est un petit peu l'illusion, la magie. Ça se traduit comment alors dans la réalité? Ça se traduit techniquement par des stratégies. Alors, on va revenir sur la base. Ça se traduit par des techniques, si on parle des techniques de combat à main nue, qu'on ne voit pas,
Contrairement à beaucoup de sports où c'est très visuel, le ninjutsu, on va te voir pratiquement pas bouger et le mec il va se retrouver par terre, tu sais pas pourquoi. Donc en fait, les mouvements sont cachés. Les intentions sont cachées. Il y a des techniques effectivement de dissimulation, des techniques qu'on va utiliser, des stratégies pour cacher la vérité. On appelle ça, je ne vais pas le dire en japonais, c'est pas utile, mais on joue entre le faux et le vrai. Tu vois, on essaie de créer une confusion toujours entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Que ce soit dans les techniques et dans les stratégies, on joue toujours sur ces leviers de le vrai, le faux, on mélange tout ça et du coup on sait plus, c'est un peu ce que j'expliquais par rapport à mon maître, tu vois, où il te fait croire des trucs, il te fait croire que ouais, il est cool, mais en fait il observe tout ce que tu fais et tu vois, il te dit ah t'es le meilleur, toi t'es le meilleur, et en fait il sait que il joue sur ton ego et après il fait ce qu'il veut avec toi s'il a envie, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'en fait, par exemple, tu vas simuler un mouvement qui n'est pas celui qui va agir et de l'autre main, tu vas faire autre chose. Ouais, par exemple. Je traduis. Hein, ouais, ça peut être ça, par exemple, ça peut être ce genre de choses-là. Tu disparais dans des fumigènes ? Ouais, je disparais. Mais en fait, tu sais, c'est vraiment ça, en fait. Quand tu fais du ninjutsu dans la technique, dans la forme, tu disparais aux yeux de l'autre. Parce que comme tu mets pas d'intention et pas de volonté, des fois, il se passe, c'est vide pour la personne, donc tu disparais réellement à ses yeux. C'est pas dans la confrontation, donc tu disparais à ses yeux. Techniquement, mais après, sur les stratégies aussi, il y a plein de stratégies pour pouvoir dissimuler son intention, c'est ça le plus important, dissimuler son intention, et du coup, ça te permet aussi de voir l'intention de l'autre, ça c'est intéressant. Il y a un principe important dans le ninjutsu, qui est d'être capable de lire l'intention de l'autre et d'apaiser son cœur pour que justement, il soit capable à la fois de ne pas se laisser prendre par les émotions de l'autre, par sa stratégie, et pour pouvoir survivre justement. C'est-à-dire que si tu te laisses choper par l'émotion, par le ressenti, bah, tu peux te faire manipuler. Et ninjutsu, ça apprend à ne pas se faire manipuler aussi. Tu vois. D'accord. Bon, c'est intéressant. Je ne connaissais pas du tout. À Marseille, il y en a par exemple, c'est facile. À Marseille, il doit y en avoir. Moi, j'avais un dojo à Aix. Là, aujourd'hui, j'ai plus de dojo personnellement, mais je fais encore des stages. Mais on peut se trouver. Ouais, ça se trouve. C'est possible de trouver, quoi. Ouais, ça se trouve. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, j'aimerais parler d'un autre sujet qui est original, qui est peut-être inattendu pour certains, les pervers narcissiques. Ok. Allez, je vais l'aborder sous sous une façon un petit peu originale. Est-ce que rapidement tu peux expliquer dans quel cadre toi tu as un lien avec tout ça ? Parce que tu en parles assez librement, je trouve ça intéressant. Ah oui, j'en parle absolument librement parce que c'est un véritable cadeau en réalité. J'étais donc dans la police comme je te l'ai expliqué. Et est arrivé, donc une fois que j'ai divorcé, tout ça, est arrivée une jeune fille très jolie, très sexy, pour dire la vérité, dans mon service de police. Et du coup, on s'est mis ensemble. Elle était au début très gentille, très adorable. Au fur et à mesure du temps, elle a commencé un petit peu à me casser. Enfin, je te fais le parcours rapide. Hein. Elle avait des problèmes financiers. Elle a commencé à me demander de l'argent, donc j'ai fait des cadeaux. Elle avait des problèmes de payer des crédits, donc j'ai pris des crédits pour elle. J'ai vendu, une fois que j'avais vendu la maison par rapport à mon mariage, j'ai donné beaucoup d'argent, pratiquement tout. Je me suis juste acheté une voiture et tout le reste j'ai donné pour qu'elle paye ses dettes. Tu vois, enfin tout un parcours comme ça très compliqué où elle me dénigrait. Et donc en fait, je l'ai rencontrée dans mon service de police. Et après, quand on s'est séparés, elle était encore avec moi. Elle était encore avec moi dans le service. C'était un peu compliqué. Mais ça a été un parcours difficile. J'ai failli perdre mon dojo, ce qui était important pour moi. Je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus mes parents. Je gaspillais tout mon argent. Je m'en prenais plein la gueule pour pas un rond, évidemment. Donc c'était assez compliqué. Mais ça a été un véritable cadeau parce que ça m'a permis de changer les choses dans ma vie, de changer ma vie en fait en réalité. D'accord. Et donc, du coup c'est de là que tu as impulsé le changement dans ta vie, etc. Oui. Bon, oui. On parlera de ça dans la troisième et dernière partie. Rapidement, alors moi, j'ai fait moi aussi des recherches sur les pervers narcissiques, comme tout le monde, je pense. À un moment donné ou à un autre, on peut identifier des gens autour de soi. Et il y a quelques temps de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une réflexion intéressante que je vais partager avec toi et j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu crois que c'est possible que les pervers narcissiques, en fait, ça n'existe pas quand tu regardes la définition de ce qu'on y colle dessus ? Alors, je m'explique. Le fait est que quand tu rencontres un pervers narcissique, les gens qui ont un rapport avec les pervers narcissiques ont tendance à dire que pour que tu comprennes ce qu'est un pervers narcissique, il faut que toi-même tu l'aies vécu. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Le fait est que, et c'est aussi quelque chose que j'ai déduit, dès que tu vas faire un contenu sur du pervers narcissique, ça marche très fort en fait. C'est quelque chose qui est très... Qui attire beaucoup de questionnements et de regards. Et troisièmement, alors ça c'est plus complexe, mais aujourd'hui en termes de psychologie pure, quand tu fais des recherches vraiment sur leurs trucs, là, leurs bouquins, je sais pas quoi, ça n'est pas reconnu en fait. C'est pas quelque chose aujourd'hui, c'est quelque chose qui est établi, on trouve tout un tas de points sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'en fait, c'est pas que ça n'existe pas, mais que c'est notre façon à nous de nous dire que finalement, le problème qu'on a ressenti, où on est finalement mêlé d'une façon ou d'une autre,
on l'identifie avec ça, sans dire que le problème n'existe pas, et que cette identification est une façon de dénommer une chose qui peut-être en est une autre. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais, je pense que tu as été clair. Ouais. Je pense que il y a peut-être moins de pervers narcissiques que ce qu'on pense. Parce que maintenant, on met pervers narcissique derrière la première personne qui fait une manipulation, on dit que c'est un pervers narcissique. Donc déjà, ça, je pense que c'est la première erreur. À mon avis, il y en a, mais c'est un vrai pervers narcissique. C'est vraiment quelqu'un qui se nourrit de ton énergie, il se nourrit de toi. Donc c'est assez spécifique quand même. Effectivement, il est possible. Moi, j'ai allé voir quelqu'un qui m'a dit, vous êtes face à une perverse narcissique. Donc j'ai mis ce mot-là. Mais en fait, peut-être que tu as raison, que ça n'existe pas. Peut-être que c'est un comportement. Mais malgré tout, je pense que il y a un parcours de vie que peuvent avoir ces personnes-là. Il y a un système qui les a amenés à faire ça. Donc peut-être qu'on colle l'étiquette de pervers narcissique. Mais je pense que quand même il y a quelque chose qui revient, et peut-être que c'est pas le bon terme, mais il y a quelque chose qui revient avec tous les pervers narcissiques quand même dans leur comportement. Il y a un truc qui se répète. Je sais pas. Alors moi de l'extérieur, j'ai une chose à dire quand même que je veux souligner, parce que je veux pas que tu crois que je t'attaque en disant ça. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Il y a une chose moi aussi que je suis obligé de reconnaître qui revient, par exemple, c'est le rapport à l'argent. Moi je veux abonder dans ton sens. C'est vrai que quand on va parler de problème de pervers narcissique, il y a toujours quelque part un rapport à l'argent. À 100%. Et est-ce que alors, c'est un peu le sujet, c'est là où je voulais t'amener dans cette deuxième partie. Quand tu dis, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que l'argent d'une maison que tu as quand même, donc finalement, accepté de dépenser pour une autre personne, c'est comme tu dis, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que tu pourrais expliquer à ce moment-là, tu t'es pas dit je dépasse les limites? Tu comprends ce que j'essaye de dire? Est-ce que la prise, d'abord c'est une question que je veux te poser, est-ce que la prise de conscience elle a été par rapport à l'argent, ou elle s'est fait longtemps a posteriori par rapport à un ensemble d'éléments? La prise de conscience elle s'est faite une fois qu'on a allumé la lumière. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, c'est pas l'argent. L'argent, j'aurais pu donner tout mon argent et être à la rue en fait. C'était pas le souci là. Enfin, c'était pas le souci. Après, ça a devenu le souci. Mais sur le coup, non. En fait, c'était la prise de conscience, elle s'est faite parce que ce gars dont je t'ai parlé, il m'a dit, vous avez affaire à une pervers narcissique. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc après, une fois que je l'ai vu, explique-nous comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Ouais, en fait, en gros, alors, je vais pas il y a plusieurs points que tu peux trouver sur Internet, mais en gros, c'est quelqu'un qui va te dénigrer, c'est quelqu'un qui va te déstabiliser, que tu peux lui donner tout ce que tu veux. Ça sera jamais assez. Il y a une forte relation à l'argent, tu vois. Et en fait, je pense surtout, en réalité, moi, je vais te parler du constat que j'ai fait à la fin. Le constat que j'ai fait, c'est que pourquoi je suis tombé dans le piège de cette personne? Premièrement, c'est parce que je m'aimais pas assez. La première chose, c'est que c'est pas un manque de confiance en soi, puisque prof d'arts martiaux, etc., j'avais pas de manque de confiance en soi, en moi, mais un manque d'amour de moi probablement. Deuxièmement, j'ai trouvé 3 trucs qui font partie, que j'ai découvert après, à la fois par rapport à mon histoire et après avec les personnes que j'ai coachées, c'est qu'on a 3, ce que moi j'appelle ça les activateurs. On a 3 activateurs. Premier, c'est le sexe. Deuxième, c'est l'argent et le pouvoir. Et le troisième, c'est la relation à la vie et la mort. Et ça, ces 3 choses-là font partie des tabous de l'humanité depuis que l'humanité existe. Donc, même s'il n'y avait pas d'argent, il y avait le pouvoir. Donc, ces 3 tabous qui sont en arrière-plan de chacun des êtres humains nous guident comme un peu une marionnette, tu vois, comme une sorte de... comme quelque chose en arrière-plan qui nous guide dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Et tout le monde est concerné par au moins il y a des niveaux différents, un de ces 3 activateurs. Moi, c'était principalement le sexe. C'est pour ça que j'ai parlé au début de qu'elle était sexy, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a activé, c'est le sexe. Mais d'autres personnes, ça peut être l'argent. D'autres personnes, ça peut être la relation à la vie et la mort. Et ces 3 choses-là, qui jouent en arrière-plan comme un virus à l'interne, et qui va s'activer face à une personne, il va y avoir des conséquences, il va y avoir une perte de sens dans notre vie, eh bien, va nous détourner. Et donc, moi, ça a été le sexe. Il y a aussi eu l'argent qui a été concerné, mais moi, mon truc, c'était ça. Et d'autres personnes peuvent se faire avoir par le pouvoir, la sensation de pouvoir de l'autre, tu sais, avec des grands entrepreneurs là, qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de prestance. Une personne qui se fait activer par le pouvoir, elle va avoir tendance à se laisser manipuler par cette personne. D'accord. Et t'en es sorti comment alors? Je m'en suis sorti en fait parce que j'ai pris conscience, vraiment, alors j'ai pris conscience de ce qu'elle faisait, c'est-à-dire que ça a été très clair. Une fois qu'il m'a expliqué les points, une fois que je l'ai vu, je voyais dans son regard, dans son comportement, dans sa façon de me parler, dans ce qu'elle faisait, qu'elle essayait de me manipuler. C'est-à-dire que en mettant de la lumière sur la situation, eh bien, j'ai pu reprendre du pouvoir. Et la première chose que j'ai faite, c'est me reconnecter à ce qui était important pour moi, donc mon art martial. Je suis allé chercher dans mon art martial des stratégies. Je me suis reconnecté à mes valeurs, ce qui était important pour moi. Et je me suis retrouvé, en fait. Je suis revenu moi-même
par une prise de conscience qui m'a été faite grâce à ce gars-là qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Et en voyant, en fait, ça n'a pas été instantané, hein, mais en voyant et chaque fois en remangeant un petit peu des trucs dans ma tête là qu'elle m'envoyait, au bout d'un moment je me suis dit allez, ça suffit, il faut arrêter. Donc ça a pris quelques mois avant vraiment que je cesse complètement la relation avec elle, mais ça a été vraiment par cette prise de conscience. D'accord. Et aujourd'hui, tu y es sensible quand tu vas voir des gens, tu arrives à voir lesquels, qui et comment, et c'est quand même compliqué. Face à un pervers narcissique ? Ouais, je pense que je les vois même sans leur parler. Une fois, ça m'est arrivé dans leur regard. Voilà, je pense que ça, tu le fais qu'avec des pervers narcissiques qui sont très puissants. Je le vois dans leurs yeux, en fait. Je le sens dans leurs yeux. Je me souviens de son regard noir. Ils ont les yeux très noirs, en fait, les pervers narcissiques. Et quand je vois quelqu'un qui a ce regard, je fais ah, tu vois. C'est vraiment, hein, c'est impressionnant. Mais après, il y a différents niveaux, probablement. Oui, c'est pas... Non, mais d'accord. Du coup, on va passer sur la troisième partie. Tu changes de vie. Donc, tu quittes la police, c'est ça, si je dis pas de bêtises ? Ouais, exact. Et tu te lances à ton compte. Exact, ouais. Alors, ça s'est fait progressivement. J'ai plein de questions à te poser parce que là, on est vraiment dans le cœur du sujet de mon activité. Quand tu te lances, quels sont tes premiers mouvements ? Alors déjà, on va poser une première question. Financièrement, t'es comment à ce moment-là ? Je peux employer des mots crus ? Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Dans la merde. C'est-à-dire que je suis dans la police, je gagne, on s'en fout, on va dire des chiffres, à peu près 2500 €, tu vois. Et comme j'ai pas mal de dettes accumulées à cause de ma chère amie, la perverse narcissique, du coup, je suis un peu en galère. Donc tu te lances à ton compte. Et je me lance. Alors, ça a été progressif. Au début, j'étais encore dans la police. Et ensuite, j'ai arrêté. Mais oui, j'avais commencé quand même à faire la double activité. Ah voilà, tu as commencé en double activité. Oui, double activité, ouais. Je te pose la question, je pense que tu me l'as déjà dit, mais pas dans l'émission, mais en dehors. Est-ce que tu as investi l'argent déjà ou pas du tout ? Énormément, ouais. J'ai acheté tout un tas de formations, je suis parti en croisière avec des experts, j'ai acheté du matériel, j'ai acheté... je sais pas combien j'ai pu investir, mais... Alors, ici, quand on parle d'investissement, est-ce que tu as investi dans l'immobilier ? Pas du tout, non. À aucun moment ? Non. À part la maison que tu avais en Exactement. quand tu étais, oui, alors, la maison, si, j'avais investi il y a plusieurs années en arrière dans un appartement que j'ai revendu à perte parce que je ne te connaissais pas encore. Voilà. Mais après, non, depuis, non, j'ai pas réinvesti encore. Tu n'as jamais réinvesti ? Pour l'instant, non. Mais tu as investi dans ton business ? Ah oui, ça oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait plus difficile pour... comme tu as déjà investi dans ton business, est-ce que ça te paraît très compliqué d'investir dans de l'immobilier ou ça te paraît finalement pas si compliqué que ça, de l'extérieur ? Ça me paraît pas si compliqué que ça, en fait. Ça me paraît pas si compliqué. Alors, peut-être que je commencerai à avoir des choses, moi, dans ma tête, c'était c'est peut-être pas la bonne stratégie, c'est toi l'expert là-dedans, mais un petit truc comme un parking, un petit appartement, tu vois, et commencer progressivement, et ensuite revendre et acheter quelque chose de plus grand. Ouais. C'est une stratégie, effectivement. Quand tu investis ton argent dans ton entreprise, oui, surtout à tes débuts où tu n'as pas forcément les moyens, tu penses quoi ? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais réussir. Et donc, cet argent que j'investis va me ramener encore plus d'argent. Je faisais des fois des coachings gratuitement, ce qui n'est pas forcément la meilleure stratégie, mais je le faisais aussi pour créer du lien avec les personnes. J'investissais dans le matériel, comme je le disais, mais je savais qu'à un moment donné, cet investissement allait être remboursé largement. Mais parce que j'avais la certitude en moi. Tu le remets pas en cause ? Non. C'est intéressant. Pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il y a des investissements que tu as faits qui ont été à perte ? Considérés comme à perte. Je reformule. Considérés comme à perte, oui. Comme par exemple certaines formations qui m'ont servi à rien parce que je les ai peut-être même pas ouvertes. Alors attends, je t'arrête. C'est intéressant là, ce que tu viens de me dire. Tu les as même pas ouvertes, donc tu les as obtenues, tu les as pas ouvertes. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça ? Je me dis que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait autrement. Ça, c'est certain. Parce que c'est... En fait, comme on nous propose tout un tas de trucs et qu'on pense qu'on en a besoin, on finit par les acheter. Et du coup, je sais que là, je vais vers un truc un peu sensible, mais parfois, on n'a pas besoin d'autant de choses. On a besoin surtout de se connaître et de travailler sur soi. Et bien sûr, après, il faut développer des stratégies, trouver des... Bien sûr, je ne renie pas tout ça, mais je pense que j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai écouté trop de gens, plutôt que m'écouter moi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
J'aurais mieux fait de m'écouter. Mais c'est un parcours. Je regrette rien parce que c'est un parcours qui m'a amené ça. Mais aujourd'hui, j'essaie plutôt d'aider les gens à raccourcir un peu le temps, en fait, tu vois, en passant par eux-mêmes. Quelle est ta principale source d'acquisition de savoir? Ma principale source, je pense que c'est mon art martial, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais reprendre des stratégies issues de mon art martial que je vais appliquer dans le coaching, dans la manière de penser et d'être. C'est aussi, bien sûr... En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, de moins en moins, je vais chercher des informations. Ou alors, je suis très spécifique. Tu vois, par exemple, si j'ai besoin d'investir, je vais peut-être venir vers toi, tu vois, mais ça va être très, très, très spécifique. J'arrête de regarder des vidéos, des trucs comme ça, je regarde plus tout ça. J'essaie déjà de créer mon propre système à moi. C'est pas que c'est égocentrique, mais c'est quelque chose qui me permet de me recentrer sur ma façon d'être sans être influencé par les autres. Parce que trop souvent, on veut copier les autres, et ça, c'est un véritable problème, je pense. Donc d'abord, j'essaie de faire mon propre système, et puis après, si j'ai besoin d'informations, je vais les chercher, comme avec des personnes comme toi ou d'autres. Alors, je veux que tu le confirmes, mais on n'a pas préparé, tu savais pas. Je ne sais pas dire ça parce que je répète souvent aux gens qui m'écoutent de limiter leurs sources. En fait, effectivement, j'ai ce même discours que toi où, en fait, en investissement, par exemple, tu vois, si tu commences à suivre 10 investisseurs, les 10 ont raison, en fait, parce que c'est 10 façons d'investir différentes et il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Mais en ne t'éparpillant pas, en restant focus sur une, tu vas pouvoir en tirer une vraie stratégie. Pas pour dire aux gens, écoute-moi, moi, je suis le meilleur. On s'en fout, en fait. Mais choisis une personne, même si c'est pas moi, en fait, et reste-y. Parce que si tu t'éloignes ou si tu t'éparpilles, tu n'arriveras jamais au résultat. Ben non, parce que tu vas toujours penser qu'il y avait le secret ultime avec l'autre, alors que déjà, il faut un peu commencer à creuser déjà avec la personne que tu as choisie, qui te correspond en termes de valeur, en termes d'énergie, et au bout des choses, plutôt que d'aller chercher à chaque fois ailleurs. Alors, on revient au début de l'émission, mais j'adore boucler une boucle. En gros, finalement, cet état d'esprit, tu le tires de ton sport, en fait, cette espèce de persévérance. On revient au début, c'est-à-dire que ça t'a appris à te dire, à un moment donné, j'ai un maître, c'est comme tu l'as dit, et je m'y tiens, en fait, et je vais essayer déjà d'apprendre le maximum de cette personne, quoi. Ouais, ce qui est essentiel pour moi, c'est la profondeur, et du coup, j'ai pratiqué que cet art martial, en fait, j'ai jamais fait autre chose que ça. La profondeur et la constance, évidemment, c'est... La patience, la constance, la persévérance, ce sont des éléments essentiels, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour tout un tas de choses, et l'art martial, c'est aussi, oui. D'accord, c'est super. Rapidement, donc tu fais des coachings, enfin rapidement non, tu en parles, donc c'est quoi le principe? Alors le slogan, je l'ai vu, c'est de dessiner sa vie ou redessiner sa vie. Ouais, il n'y est plus là, mais c'est ça. Ouais, alors il y a plusieurs aspects. Moi, je vais dans deux axes. Le premier axe, c'est le développement personnel, et le second, même s'il n'y a pas de premier ou de second, c'est le développement professionnel. Et je crée un pont entre les deux en disant aux gens de libérer leur puissance personnelle, de reprendre leur pouvoir en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en développement personnel, trop souvent, on remet notre pouvoir dans des concepts créés par d'autres. Comme, souvent on parle du fameux syndrome de l'imposteur dont tout le monde a entendu parler. Et moi, j'explique aux gens qu'il faut arrêter de croire qu'on a le syndrome de l'imposteur parce que du coup, ça nous paralyse. Et du coup, on essaie de supprimer un truc, on se rajoute une couche. Tu vois, des fois, le développement personnel, ça rajoute des couches au fur et à mesure de ce qu'on... Alors qu'on pense qu'on doit se libérer. Donc vraiment, c'est vraiment la notion de reprendre son pouvoir, d'éliminer ce qui ne sert à rien. Et pareil pour le business. Moi, je ramène les gens, quand j'accompagne un entrepreneur, vers ses valeurs, qui il est, quel est le message qu'il a à l'intérieur de lui et comment il va le diffuser. Donc, et supprimer toutes les stratégies qui sont trop complexes, qui les détournent de ce message-là. Donc en fait, dans les deux axes, moi je me focalise sur cette notion de reprendre son pouvoir en développement personnel ou professionnel. Je travaille dans ces deux axes en réalité. Et redessiner sa vie, ça veut dire que essayer de se retrouver. Redessiner sa vie, ça veut dire essayer de retrouver qui en est au fond de nous, en supprimant nos verrous, en essayant de devenir la personne que l'on est vraiment, et en faisant une sorte de prolongement de notre être à travers ce qu'on fait. Et moi je dis souvent qu'il faut faire ce que l'on est. Dès lors où tu ne fais pas ce que tu es, au bout d'un moment, tout de suite, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, tu le reprends dans la tête en fait. Tu vois, si tu ne fais pas ce que tu es, tu vas peut-être gagner de l'argent, mais au bout d'un moment, tu vas choper une maladie, tu vas être dépressif, forcément tu vas prendre un truc. C'est obligé. Donc j'essaie d'amener les gens le plus vite possible à reprendre leur pouvoir et à vraiment se recentrer sur eux et faire ce qu'ils ont envie par rapport à eux-mêmes, non pas par rapport à ce qu'on attend des autres. Trop souvent, les experts nous donnent des stratégies qui parfois nous empêchent de développer notre activité. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de bruit en fait. C'est difficile de s'orienter au milieu de tout ça. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu le vois avec Google. Aujourd'hui, Google, c'est tellement grand. Si tu ne sais pas ce que tu tapes, tu ne trouves pas
tu peux même ne pas trouver. C'est-à-dire que la chose peut exister. Ouais. Si tu n'as pas les bons termes à taper, tu ne les trouveras pas. Aujourd'hui, quand tu accompagnes un entrepreneur, tu l'accompagnes d'où à où? C'est quoi le concept? Ouais, le concept, c'est simplement déjà, je le ressens vers qui il est, vers ses valeurs, vers ce qui est essentiel pour lui, pour qu'il ne se trompe pas de chemin, pour qu'il prenne tout de suite la bonne direction. Ensuite, je fais faire sauter tous les verrous qu'il peut avoir, les verrous internes. Ensuite, à partir de là, je le reconnais vraiment à son message, pour qu'il puisse non pas mettre son pouvoir vis-à-vis de stratégie marketing, mais simplement par sa personnalité, son énergie, sa façon d'être, et la puissance de son message, la manière dont il va le transmettre, d'attirer l'attention. Et moi, je me base sur 3 mots qui sont vus, écoutés, compris. La première chose qui est importante pour moi, c'est d'être vu. Mais être vu, ça ne veut pas dire être vu dans le sens où on doit avoir des milliers et des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Si tu regardes mon YouTube ou mon Facebook, il n'y a pas beaucoup de monde. Pourtant, je vends des coachings très régulièrement. Être vu, bien sûr, il faut à un moment donné qu'on nous voit, évidemment, mais il faut surtout faire en sorte d'être présent, même si on n'a pas des milliers de personnes. Parce que peut-être que tu n'as que 100 personnes qui vont te suivre, mais tu peux déjà leur proposer quelque chose, revendre quelque chose. Donc le premier point, c'est être vu. Ensuite, c'est être écouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dire des choses qui vont faire que les gens vont tendre l'oreille. Ils vont dire, mais attends, ce qu'il dit là, par exemple, ce que je t'ai dit sur le syndrome de l'imposteur, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, en fait. Tu vois. Donc c'est ça, être écouté. Les gens vont tendre l'oreille. Tu as aussi ton histoire de niche qui est intéressante. L'histoire de niche, oui. Que je dis que la niche, c'est fait pour les chiens. Donc, tu vois, là, les gens, ils tendent l'oreille. Ils disent, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, donc, et après, le dernier, c'est être compris. C'est-à-dire qu'il faut avoir un message à porter. Et un message, en fait, si tu veux, moi, le message que j'ai au fond de moi, c'est vraiment cette notion de reprendre son pouvoir. Et aujourd'hui, je prends un message interne que je transforme en un message externe. Ce message externe, c'est vraiment cette notion de dire que moi, j'ai créé un programme qui s'appelle MRA qui permet aux entrepreneurs de faire sortir les blocages qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes pour développer leur activité. Et à partir de là, à partir de ce déblocage-là, ils vont pouvoir être capables de développer leur activité en fonction de leur message. Tu vois, c'est ça aussi, reprendre leur pouvoir. Donc, je me base sur ce principe vu, écouté et compris. Être compris par les autres, ça permet d'avoir des clients et sans forcément avoir beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Est-ce que, je suis obligé de te poser la question, tout ce que tu as fait dans le ninjutsu, dans les arts martiaux, est utile. Je ne demande pas si tu t'en sers pour les gens. Est-ce que ça t'est utile dans ces accompagnements? Est-ce que ça te permet de cerner ou voir des choses? Ah mais carrément. Ah oui, 100%. 100%, oui, parce que du coup, comme je te disais, le ninjutsu m'a permis de voir ce que les autres ne voyaient pas. Le ninja, s'il veut survivre, il est obligé de voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est pour ça que je me positionne sur tout un tas de trucs, comme tu l'as pu le voir, que ce soit en événement personnel ou professionnel, parce que je vois ce que les autres ne voient pas généralement, tu vois. Je t'ai parlé d'intention, je capte l'intention des gens. C'est pour ça que je suis très sélectif dans les personnes avec qui je suis proche, parce que j'essaie de capter l'intention de l'autre, sans même qu'il parle, tu vois. C'est la capacité que j'ai développée, que ce soit dans la police, dans l'art martial. J'essaie de capter les choses. Je vais conclure cette émission avec une chose qui pour moi te représente bien. T'as réussi à prendre un rêve d'enfant, devenir ninja et à le vivre. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu aurais quelque chose à leur dire? Parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire, il fallait oser en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a plein de gens, je suis sûr que c'est même courant, des gens qui disent à leur gamin... Le gamin je vois bien la scène, tu vois, le gamin dire à ses parents, je veux être ninja, oui mon fils, tu vois, j'ai l'air de dire, même pas la réponse, je les vois bien leur dire, et toi t'as dû, j'imagine, traverser des choses. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure cette émission là-dessus? Comment on arrive à aller au-delà du regard de l'autre, du regard de ses parents et oser vivre finalement une chose qui peut paraître ridicule aux yeux des autres? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Tu sais, c'est simplement ce que je t'ai dit précédemment, c'est reprendre son pouvoir, c'est-à-dire être capable d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous et de ne pas trop se regarder. Je disais ça il y a quelques temps dans une autre émission, de ne pas trop se regarder, parce que quand on se regarde, on voit tous nos problèmes, tous nos défauts, tout ce qui ne va pas en nous. Donc ne te regarde pas et essaie de faire des choses plus grandes que toi. Tu vois, quand moi je me suis mis dans le ninjutsu, c'était plus grand que moi. Je me voyais au Japon, je me voyais devenir un maître. Et en fait, si tu veux, on parle beaucoup de... Je vais dire ça aussi, je pense que c'est important. On parle beaucoup de la mission, tu sais. Eh bien moi je pense qu'il faut avoir une mission pour soi-même. Et ma mission pour moi-même, c'est d'être aligné. Tu vois, c'est être aligné vraiment. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc, je pense que un message que je pourrais transmettre, c'est cette notion de dire, reprenez votre pouvoir pour être capable de vous aligner par rapport à vos rêves, à ce que vous voulez vivre. Et croyez simplement en vous, tout simplement. Ayez la certitude que c'est possible et ça va devenir possible. Ça, c'est une certitude. Ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il n'existe aucune raison valable d'échouer. Vraiment aucune raison valable d'échouer. Si
on travaille sur soi et on développe vraiment la certitude en soi. Donc, il y a plusieurs messages que je t'ai donnés là, Ouais, c'est mais super. ça se complète, je pense. Et je te remercie d'être venu, James. plaisir. Tu penses que oui, reprendre son pouvoir, ça te caractérise bien. Pour te retrouver, donc on va sur jamesbeam.com avec des S à chaque fois, à james et à beams.com, tout attaché. Merci et puis à bientôt. Bonne journée. Merci. Salut. Bye bye.